Merci Richard de ce moment ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être là aujourd'hui pour pouvoir réfléchir ensemble et nous espérons que vous pourrez évidemment intervenir à l'issue de nos présentations respectives. Je commencerai et Richard prendra effectivement la suite, mais nous avons des artistes communs dans nos PowerPoint respectifs. Et ce titre, en fait, j'ai demandé à Richard si ça lui convenait, mais c'est un titre que j'ai proposé un peu effectivement dans un contexte qui me paraissait important. Et je voudrais commencer justement par ce titre. Pourquoi vouloir confronter l'histoire de l'art et l'histoire du racisme quand il s'agit de considérer l'art africain-américain? D'abord parce que l'hypothèse première est que l'historiographie de l'art américain a très clairement montré une exclusion des pratiques artistiques africaines-américaines, et l'unique raison qui peut être donnée est celle précisément d'une mise à l'écart pour discrimination raciale, car les études et la réalité montrent que d'un point de vue de la production esthétique, et cela à toute époque, il n'y a aucune différence si l'on doit juger cet art avec des critères objectifs. Dans cet espace-là, effectivement, plusieurs éléments peuvent être convoqués. D'une part, le fait que la question raciale est une construction sociale, culturelle et politique. D'autre part, et dans ce sens-là, le cloisonnement au sein de catégories encore aujourd'hui le prouve, que la binarité entre la race ou alors le genre domine quand on nomme les noirs et les blancs ou les femmes et les hommes. Et en ce qui concerne les Africains-américains, quand on nomme par la couleur de la peau et l'appartenance à un sexe donné biologiquement, on va très bien voir que toute la question des métissages, des hybridations, depuis des siècles, au contact entre les cultures, rendent difficile l'assignation à une seule appartenance raciale. La couleur, qui est un élément qui nous intéresse ici à la fois d'un point de vue social et esthétique, puisque nous sommes dans le domaine de l'histoire de l'art confrontés à l'étude d'œuvres et donc nécessairement à des questionnements qui intrinsèquement convoquent des gammes chromatiques, a aussi une présence ou une absence par rapport à cette question de la façon dont le noir et le blanc vont se positionner, fusionner ou se séparer. Dans un long entretien qu'elle a accordé au premier numéro de la revue America, publié en France au début de l'année 2017, en réaction à l'élection présidentielle américaine, Toni Morrison parle de l'origine du racisme aux États-Unis. Je commencerai par la citer avant d'enchaîner avec les images que j'ai choisi de vous présenter. Toni Morrison commence, c'est un moment de l'entretien important, en disant « L'origine du racisme est la grande question, et pas seulement en Amérique, n'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier que l'esclavage n'est pas né ici, en Amérique. Athènes et Rome, ces villes lumières, reposaient sur l'esclavage, tout comme plus tard la Russie impériale. Le mot a changé, serf, péon ou autre, mais je ne connais aucune civilisation qui n'ait été fondée sur l'esclavage, quel que soit le nom que vous lui donnez. Il y en a toujours eu. Il y a toujours eu, des gens qu'on ne payait pas pour leur travail et qui appartenaient à d'autres. Le racisme est le produit d'une éducation et d'une histoire. Il est intimement lié à la question de l'esclavage, mais l'esclavage ne suppose pas nécessairement le racisme. Il faut revenir sur un point de l'histoire qui est en effet méconnu. En Amérique, la race a été institutionnalisée pour des raisons de profit et de pouvoir.
On en a fait un élément de la loi et non plus de la coutume, afin de briser tous les liens qui existaient entre les blancs pauvres et les noirs pauvres. Pour le dire simplement, on a divisé pour mieux régner. Le tournant se situe à la fin du XVIIe siècle. L'Amérique était alors véritablement ce que l'on peut appeler un nouveau monde. Coexistaient des Anglais, des Français, des Espagnols, mais aussi des Suédois, des Hollandais. Tout le monde arrivait d'Europe. Le nom des villes changeait d'une décennie à l'autre en fonction de la nationalité de leurs occupants. Or, on l'a oublié, mais en ces temps-là, les esclaves étaient majoritairement blancs. On les appelait des domestiques, mais en réalité, c'était bien des esclaves. Ces domestiques blancs, qui étaient des opposants politiques, voleurs, prostituées, simples d'esprit, tous venus d'Europe, travaillaient dans les plantations de coton ou de tabac à côté des Indiens et des Noirs, qui, eux, étaient nommés esclaves. À l'époque, il n'existait aucune hiérarchie de race entre eux. Noirs, Indiens, Blancs, tous étaient égaux. Une seule chose différenciait les Noirs des Blancs. Les Blancs, lorsqu'ils s'évadaient, pouvaient se fondre dans la foule, tandis que les Noirs ne le pouvaient pas, à cause de la couleur de leur peau. En 1676, des esclaves blancs et noirs se sont soulevés, ensemble, en Virginie. La révolte fut menée par Nathaniel Bacon. Des milliers de domestiques, et Toni Morrison utilise le terme entre guillemets, blancs, rejoints par des petits propriétaires blancs, des esclaves noirs et des esclaves indiens, tous ont cherché à renverser le pouvoir en place. Ils ont réussi, puis tous ont été pris et pendus. Après cette rébellion, de nouvelles lois furent promulguées pour ramener l'ordre. Ces lois stipulaient notamment que désormais aucun noir n'aurait plus le droit de détenir une arme et que tout blanc serait autorisé à tuer n'importe quel noir sous n'importe quel prétexte. C'est de là que date la séparation des blancs et des noirs. Les blancs ne sont pas devenus plus riches, au contraire, ils sont restés pauvres, mais ils avaient désormais un statut, ils pouvaient regarder de haut d'autres pauvres. La hiérarchie de race est un produit de notre histoire, de notre construction intellectuelle. À partir de cette très longue citation que je me suis permis de vous proposer, j'aimerais faire la transition vers quelques images que j'ai réunies pour aujourd'hui et qui sont aussi en écho à une actualité ou à plusieurs actualités artistiques, en particulier celle de la sortie le mois dernier, donc il y a moins d'un mois, il y a 3 semaines, du film de Raoul Peck, I Am Not Your Negro, qui est conçu à partir d'un manuscrit de 30 pages que l'écrivain James Baldwin a écrit. Et puis je voudrais aussi ponctuer ce diaporama du travail de Mark Bradford, qui est l'artiste africain-américain qui représente les États-Unis à la Biennale de Venise, à l'actuelle Biennale de Venise. Et je passerai par d'autres artistes et figures importantes de l'art contemporain. Et donc, vous verrez que certaines de ces figures recoupent les propositions qui vous seront faites par Richard Powell. Voilà. Toutes les caractéristiques physiques du nègre qui m'avaient en Amérique causé une douleur presque oubliée et combien différente n'était rien moins que miraculeuse ou infernale aux yeux des villageois. Selon certains, mes cheveux avaient la couleur de goudron ou la texture de fil de fer ou de coton. On disait en plaisantant que je devrais les laisser pousser pour m'en faire un manteau d'hiver. Si je restais assis plus de 5 minutes au soleil, je pouvais être certaine de voir un petit audacieux s'approcher et mettre ses doigts sur mes cheveux avec prudence, comme s'il craignait une secousse électrique, ou poser sa main sur la mienne, étonné de ce que la couleur ne s'en aille pas. Toutes ceci qui, reconnaissons-le, avaient le charme d'un étonnement sincère et ne comportaient certainement aucune trace de malveillance intentionnelle, n'impliquaient pas du tout la notion que j'étais humaine.
J'étais simplement un prodige vivant. Je savais qu'il n'avait pas l'intention d'être désagréable, et je le crois encore. Je dois pourtant me le répéter chaque fois que je sors du chalet. Les enfants qui crient nègre ne peuvent savoir l'écho que ce mot éveille en moi. Ils sont débordants de bonne humeur, et le plus hardi d'entre eux se gonfle d'orgueil quand je m'arrête pour leur parler. Alors, il est évident que la vision de ces quelques minutes de James Baldwin, très à l'aise avec son beau chandail dans les montagnes suisses avec cette neige, m'a ramené très très rapidement à une œuvre majeure de l'histoire de l'art africain-américain, où la neige est aussi présente et qui est d'une certaine façon une œuvre à la fois magistrale et majeure pour la raison que David Hammons, l'artiste qui est présent, et donc je suis très contente d'avoir trouvé cette image parce qu'elle est assez difficile, je ne la connaissais pas du tout avant de préparer ce PowerPoint, donc c'est très bien d'avoir des années après avoir commencé une recherche sur ces questions, de trouver encore des inédits, ça veut dire que c'était pour vous, de Hammons donnant une boule de neige à ce petit enfant dans la poussette, sachant que David Hammons réalise ce travail c'est l'image la plus iconique en fait que l'on sait de David Hammons. Et David Hammons réalise ce travail qui s'intitule Blizzard Ball Sale. Donc il est à Cooper Union à New York en 1983. Il y a eu un hiver, et c'est un hiver très très froid. Et il se met dans un coin où il y a tous les sans-abri qui vendent des petites choses comme ça à même le sol. Et donc il propose en fait sur un petit tapis des boules de neige qu'il va vendre $1 pièce, $1 pièce, pardon. Et il va quand même en vendre une vingtaine. Et donc c'est ce travail effectivement de David Hammons qui parle aussi de la question de la disparition d'un objet destiné à être vendu mais qui est aussi destiné à fondre, et d'une certaine façon un élément qui au début des années 80 va fédérer beaucoup de questionnements, et c'est surtout l'une des premières œuvres d'art contemporain qui va être présente sur la scène, disons, médiatique euro-américaine, à partir notamment d'articles dans la presse. Et en France, ce sera au début des années 90, avec notamment 2 revues d'art qui présenteront David Hammons avec ce travail. Hammons, alors James Baldwin parle aussi de la texture des cheveux et parle de ces cheveux qui ont la couleur du goudron. Ce n'est pas anodin si James Baldwin va utiliser le terme de goudron, puisque le terme de tar en anglais est un terme qui effectivement, au-delà de la connotation négative de la punition avec le goudron et les plumes que l'on connaît, qui n'étaient pas seulement destinées aux Africains américains, mais qui étaient très fréquemment utilisées pendant la période du lynchage, Hammons va s'approprier encore là le cheveu comme une texture, comme une matière sculpturale, et va produire à partir des années 70, en se baladant chez les barbiers disons africains américains, récupérer les cheveux et en faire des sculptures. Et commence effectivement à ce moment-là un moment important en fait où dans la même lignée que l'histoire de l'art de l'assemblage, Hammons, qui à l'époque à Los Angeles, avant de partir habiter à New York, va effectivement confronter toute cette possibilité de lier un certain nombre d'éléments propres à la culture africaine-américaine, culture urbaine ou culture populaire,
avec des objets et des possibilités de confronter d'une certaine façon une figure avec le contexte dans lequel il évolue. Et Hammonds est un artiste qui va effectivement, c'est d'une exposition récente, exactement il y a 1 an à New York, où effectivement vous voyez le cheveu qui va être utilisé comme une matière sculpturale va pouvoir être confronté avec un élément qui est celui qu'il a réalisé, ses empreintes de corps, de son propre corps, et la question effectivement de jouer aussi sur un certain nombre d'éléments avec beaucoup d'ironie. La question de l'ironie, là vous voyez la revue Art Forum, qui est une revue qui représente effectivement l'art contemporain américain ou euro-américain, effectivement dans un espace très hégémonique, et qui là effectivement il va y accoler avec ce pochoir tribal art, donc art tribal, tout ce qui concerne aussi la façon dont on regarde ces propositions africaines, américaines, toujours en les ramenant vers une connotation extrêmement péjorative qui serait en tout cas celle d'un certain primitivisme. Et donc la question du goudron, tar, côtoie de façon négative aussi le terme de spade qui veut dire le pic, comme l'as de pique, le pic dans les cartes à jouer, mais aussi la bêche. Et là, c'est un travail d'assemblage, donc 72, que Hammonds va aussi réaliser en remplaçant en fait Bird, donc c'est l'hommage à Charlie Parker, avec la bêche à la place de la tête, disons, du musicien, avec effectivement ces jeux de mots qui le caractérisent. Alors un autre artiste qui est devenu un artiste extrêmement connu, célébré, qui paraît-il a failli être invité hier à la place de l'autre artiste qui a inauguré, disons, le Festival d'Histoire de l'Art, Ciaste Gate, qui a été surtout découvert lors de la Documenta, la manifestation artistique internationale qui a lieu tous les 5 ans à Cassel. Et là, j'ai trouvé un élément, un petit film qui dure très très peu de temps, qui est très intéressant par rapport à cet usage justement d'une matière qui est le goudron. Alors. And these things that we imagine don't have value are things that we simply stop seeing as having had value. Materials like the tar on top of your roof, it's about me figuring out ways of forcing it to be something in front of you. Walk with me. Walk with me. Donc Ciaste Gates, qui est aujourd'hui disons, si on peut utiliser le jargon de l'art contemporain, un peu une star, réalise donc à partir du goudron un travail particulier où il va aussi convoquer un certain nombre de formes parce qu'il est aussi céramiste, et donc cette question de l'assemblage, c'est quelqu'un qui rend souvent hommage à la pratique de son aîné, donc de David Hammonds, où on va retrouver effectivement cette représentation. Alors tard, on le retrouve aussi avec Toni Morrison que je citais, puisque elle écrit donc ce roman Tar Baby, et elle dit voilà, c'est aussi comme is also a name like nigger that white people call black children, black girls, as I recall. At what time a tar pit was a holy place, at least an important place, because tar was used to build things. Et là, la question de l'usage du goudron comme un élément qui était important parce que ça permettait effectivement de construire, c'est ce qu'on retrouve précisément avec la proposition de Ciaste Gates, qui en tant que sculpteur et en tant qu'un artiste qui est très très manuel, va effectivement aller de pair aussi avec la question d'une construction. Et cette
le rapport entre le noir et le blanc que l'on retrouve dans le travail de Theaster Gates quand il trempe ses visages blancs dans le goudron, qui est effectivement aussi d'un point de vue plastique quelque chose de très fort, puisque ce sont ces figures blanches un peu inertes de poupées qui rentrent dans une matière chaude, liquide, et qui va effectivement les teinter. Cet élément d'oscillation entre le blanc et le noir, de cette binarité, d'autres artistes se les ont aussi appropriés, en particulier Adrian Piper, ici avec le Vanilla Nightmares, qui est effectivement, c'est un terme que l'on utilise en fait pour évoquer la peur en fait de se retrouver en tant qu'étranger dans un monde de blanc. Et elle va effectivement dans un espace de réciprocité où l'étranger par rapport au blanc sera autant étranger, et dans cette réciprocité-là, elle va produire ce travail sur une période assez brève, mais qui, comme vous le voyez, s'applique aussi sur une idée de récupération, puisque ce sont le New York Times qui sert de support en fait à ces dessins. Et cette question de la récupération, on la retrouve aussi dans le travail d'une artiste comme Hélène Gallagher, qui elle va aussi construire. Alors là, on retrouve ces éléments en fait récurrents, le cheveu, la façon dont le cheveu caractérise aussi la personne africaine-américaine, et on va retrouver donc là aussi, vous voyez Hélène Gallagher qui utilise un support de journal, de papier journal, ou alors ici le fameux Ebony, qui est la revue africaine-américaine, qui était une revue qui était extrêmement lue à cette période, qui est celle que Theaster Gates coule aussi, enfin sur lequel il fait couler le goudron et qu'il fige dans le goudron. Et vous voyez donc il y a toujours ce rapport à une culture populaire, une culture médiatique qui va se mettre en place. Donc en tout cas c'est ce choix-là que j'ai fait pour pouvoir vous montrer ces différentes pratiques de façon comme ces éléments un peu rhizomiques. Et là Mark Bradford, qui est l'artiste qui donc représente la Biennale le pavillon américain, dans le pavillon américain, la Biennale de Venise. C'est un artiste qui a été très très longtemps intéressé par les stratégies de cartographie dans un espace qu'il appelle un espace géographique conçu de façon dans un lien à la psychologie. Il a été, par exemple, très très marqué par les émeutes en 92 suite au tabassage de Rodney King, et depuis sa fenêtre, puisqu'il habite Los Angeles, et depuis la fenêtre de son atelier, il a observé en fait cette violence en direct, et cet élément-là en fait lui a permis de concevoir un certain nombre de peintures qui touche à l'abstraction, mais qui dans le même temps raconte aussi cette histoire presque de stratification dans un sens presque archéologique. Et là, j'ai choisi une œuvre plutôt récente qui date d'une exposition qu'il a réalisée au Hammer Museum. Et par rapport à cette question de la violence, disons, qui a été faite à l'encontre des Noirs avec Rodney King, Adrian Piper, celle qui présentait les Vanilla Nightmares, utilise le même visage tuméfié de Rodney King pour une installation qu'elle réalise en 93, au moment, peu de temps après les émeutes, dans une exposition sur l'histoire américaine qu'elle choisit de représenter avec un élément d'actualité où on voit le président Bush père en train de féliciter les policiers qui ont été acquittés à la suite du tabassage de Rodney King, et le spectateur se retrouve confronté à ce caisson lumineux où se superposent les images. Or, là, ce que vous avez sur l'écran, la figure de Rodney King est juste en face, en fait, de cette image. Et Mark Bradford, à Venise, donne un titre extrêmement intéressant par rapport à cette situation, Tomorrow is another day. Et cette question, effectivement, au-delà d'une actualité politique, va aussi de pair avec la façon dont les artistes africains-américains, même en étant dans une représentation officielle et institutionnelle, ont toujours en tête cette histoire du racisme qui est présente dans la façon dont leur travail va s'inscrire dans un espace institutionnel et artistique. Et c'était aussi ce que Adrian Piper, qui a eu le prix de la Biennale de Venise il y a 2 ans, avait aussi en tête quand elle présentait une installation qui était celle-ci, The Probable Truth Registry, The Rules of the Game, donc cette possibilité d'être dans une conscience par rapport à ce qui se jouait dans la Biennale de Venise, et
avec 3 phrases. I will always mean what I say. Je confirme toujours ce que je dis. Enfin, ce que je dis sera toujours confirmé. I will always do what I say I'm going to do. Je ferai toujours ce que je dis. Ou comme c'est difficile à traduire parce que c'est intéressant. En plus, Adrian Piper est philosophe. Et donc, je voulais terminer avec cette image avant de passer la parole à Richard. Mais dans cet espace effectivement qui est le nôtre ici dans le Festival d'Histoire de l'Art, avec Mark Bradford qui représente donc les États-Unis, avec un pays comme les États-Unis qui est invité du festival, ça me paraissait important de faire cet aller-retour avec l'histoire. Donc ce n'est pas une conclusion, c'est une ouverture vers Richard et évidemment nous pourrons revenir avec vous sur un certain nombre de questions. J'avais cette dernière image, Adrian Piper choisit de dire qu'elle est grise maintenant. Voilà. Elle a décidé de changer, en fait, ça c'était important, je l'ai oublié, pour mon 64e anniversaire, j'ai décidé de changer mes désignations de race et de nationalité. Dorénavant, ma nouvelle désignation raciale ne sera ni noire ni blanche, mais plutôt 6,25% grise, pour honorer mon héritage, un 16e africain, et ma nouvelle nationalité ne sera pas africaine-américaine, mais plutôt anglo-germano-américaine, reflétant la prépondérance d'une ascendance anglaise et allemande. Joignez-vous à moi, s'il vous plaît, pour célébrer cette nouvelle aventure excitante avec une précision administrative dénuée de sens et un contrôle institutionnel futile. Voilà. Let's start with this slide right here. Thank you so much, Professor Zaboyan. France is so fortunate to have Professor Zaboyan in the university teaching contemporary art, teaching African American art, and in particular helping us to understand how contemporary imagery within the context of the African diaspora makes incredible, extraordinary, provocative statements. As I was listening to Professor Zaboyan's presentation, I couldn't help but think about the folk tale of the tar baby. This is an old folk tale from the South, and I won't go into great detail about tar baby other than to say that one thinks they are free until they get stuck in the mud, in the muck, in the tar. And that is the folktale's story, that one assumes liberation, one assumes movement, but if one isn't careful to think about the consequences of one's actions, you are stuck. And the stuckness can get you in trouble, the stuckness can get you killed, the stuckness can create all sorts of interesting challenges for you. And as I was looking at Theaster Gates creating his amazing pieces with tar, I couldn't help but think about the folk tale. And just as a sidebar, there was a picture of Ebony magazine that he was going to put tar on. And I don't know if he opened that issue of Ebony, but it was the December 1966 issue of Ebony. And within that issue is an image of a black fashion model by the name of Doña Luna. Her name was Peggy Ann Freeman from Detroit, Michigan. And she arrived in New York in 65. By the end of 65, she has come to Paris. And if any of you have seen that marvelous film, Qui est-vous, Palimagou, by Bill Klein, it starts off with Doña Luna. But she made that photograph that was in that Ebony just before she moved to Paris, and she found herself stuck. She wasn't stuck in the tar, she was stuck in the ceiling, the glass ceiling, metaphorically speaking, of racism in the fashion world, in the American fashion world. If you look at that issue, you will see her modeling a polyester blouse, but she does it with great fierceness and self-assuredness, because at that point she probably knew she was going to leave New York and move to Paris, and then to London, and then to Rome, to be this amazing figure.
So this idea of the tar and being stuck, and also having to be creative as the way to get out of the muck, is kind of what so much contemporary African American art is all about. It's very much about the contemporary moment, which is postmodernism, which is provocation, which is playing with ideas, but within the context of race, within the context of history, within the context of culture. And Hammonds is one of those artists who plays with us, who jokes with us, who creates interesting questions for us. I remember first meeting him in the 1970s, and he was creating these works with bags that had once been filled with barbecue. So this is pork that's on the ribs of a pig, and all sorts of delicious juices coming out of those ribs that I remember eating growing up in Chicago, and other African Americans remember growing up eating in Memphis and in LA. But he decided to take those bags and make them into art. And he added to those bags, those greasy bags, hair, African American hair, and actually bits and pieces of wire, and sometimes he would incorporate broken records. And we're looking at an installation of his from 1978 that again plays with this idea. And again, you can get stuck and assume that all this is detritus, all this is garbage. But really what he's doing is he's making one think about history, think about culture, think about feelings, the good taste of food, thinking about going to the barbershop and getting your hair cut or styled. And Hammonds had this uncanny way of exploring these ideas. We call him the African American Duchamp because he has this playful, provocative way. Adrian Piper, another artist who will stick you if you're not careful. In the mid-'80s, she creates a series of postcards or little cards. They're calling cards, carte de visite. And I will bring your attention to the lower one. I should also say to you that Adrian Piper, I first met her in the mid-1980s. And when I looked at this woman, I said, oh, this is a very beautiful Mediterranean woman from Greece, from perhaps Egypt, from perhaps Italy. And I found out that she was a black woman from Harlem, with parents from Jamaica. And many people mistook her for a white person. And so she creates this card that I'm showing you, the beige card, and she says, "Dear friend, I am black. I am sure you did not realize that when you made, laughed, agreed with that racist joke. In the past, I have attempted to alert people to my racial identity, and she would have to do this because you would not know that she was African American. Unfortunately, this invariably causes them to react as if I'm pushy, manipulative, or socially inappropriate. Therefore, my policy is to assume that white people do not make these remarks, even when they believe that there are no black people present. And so to distribute the card when they do. I regret any discomfort. Ha ha. She does not regret any discomfort. My presence is causing you, just as I am sure you regret the discomfort your racism is causing me. Getting stuck. Lorna Simpson emerges in the late 80s, early 90s. And in this typical postmodern way, she is thinking about text, thinking about criticism, thinking about reimagining the photograph, and also probing and problematizing identity. So we have a work such as Vantage Point, but the vantage point is not the vantage point that you think you're going to see in order to understand. It's a vantage point that defies, that perplexes, that confuses, that challenges. The inside of an African mask, the back of a black woman's head. Lorna Simpson is very much kind of pushing us, prodding us, challenging us to identify who in the hell is this person that we're looking at.
And we can't figure it out. And then she gives us these wonderful directions: out, inside. Kerry James Marshall, another amazing artist working currently in the U.S., based in Chicago. This is one of my favorite works of his. It's a very early piece of his called Black Goddess of the Silver Screen. Everybody knows I love movies, so I will drive you crazy with all my references to old movies. Has anybody seen Tamango? Tamango is a wonderful film made in France in the late 1950s. It was done starring Dorothy Dandridge. She had just done Carmen Jones, and she comes to France, and it's a film about a slave revolt on a boat. Who was that great actor who was in Rafifi? You know, he plays the tough guy. Jean Gervais. Yes. He plays the captain of the slave ship. No, Kurt Jurgens plays the captain of the slave ship. Jean Verget is one of the members of the crew. And Dorothy Dandridge is between these men. And she was this amazing, beautiful, gorgeous, powerful actress. But she got stuck in the ceiling of white racism in Hollywood. And she was never able to achieve her full potential. So Kerry James Marshall gives us an image of her, and he gives us at the bottom of her portraits images from cheap magazine, little, what do they call, série noire here in France? These are pop journals and pop magazines and little books that have romance in them. And so, yes, Cité Rose, okay. So he's juxtaposing a powerful woman who had the potential to be a Marilyn Monroe, to be an Ava Gardner, to be an Elizabeth Taylor, were it not for the fact that she was brown. Glenn Ligon, a contemporary artist working here and now all over the world. He is another artist who plays with us, who provokes us. This is an installation that he has done with neon. And for those of you who love literature, you might be familiar with the great work of Gertrude Stein, Three Lives. In that wonderful, the beginning of the book, she talks about Negro sunshine under the short story Melantha. And it's in typical Gertrude Stein style. She talks about a maid who enters into a room, who exudes energy, who exudes life. Glenn Ligon takes those terms, Negro sunshine, and makes it a neon sign. Gives it almost the effect of a billboard, gives it the effect of a drugstore blinking light, Negro sunshine. He certainly is aware of the antiquated version of that term, Negro, but he brings it back for us as a way to provoke us, to make us think about history, but also to make us think about light and energy, and perhaps to go back to Gertrude Stein herself. Another amazing contemporary artist is Carrie Mae Weems. And I was lucky to see an amazing show that she did in New Orleans and also in Chicago around 2012, where she uses the hologram. So she's using new technology. So you enter the gallery space and you have curtains on either side, and then you have this flickering light. And you realize that it's not a 3D person. It's a representation. It's a chimera. It's a phantasm of Carrie Mae dressed as a minstrel, performing, laughing, joking, crying, and really trying to bring us back to another time when the Bill Bojangles Robinsons, the Josephine Bakers, the Johnny Hugginses, who were in Jazz Age Paris in the 1920s, performed and made smiles and laughed and cried. And one sensed in those performances that they were not just to make us laugh, but to make us think about the pain of being black. Were you in New York? Were you in Brooklyn in 2014? It was a happening when you went to that old, dilapidated, getting ready to be abandoned sugar factory, Domino Sugar, where Carol Walker created her own Sphinx. You know, this is not Giza. This is Brooklyn. and it's not a spirit, it's not a Sphinx from antiquity. It's a mammy that is in the shape of a Sphinx, but not made out of sand, not made out of stone, made out of sugar.
And we know the history of sugar. I have to tell you, I'm walking through Fontainebleau, and I have to remind myself, I slap myself, Fontainebleau is here because of Haiti. Fontainebleau is here because of all of the slaves that worked the sugar plantations, that put money into the banks of France, the banks of England, the banks of Holland, that made incredible palaces and what have you. The 17th century is the era of the new economy, and sugar was key and central to that for Europe. And so Carol Walker, in her way, is creating this piece. It's the demise, it's the close of this old factory, but she's reminding us with this Sphinx that sugar was the key to success. It's also pleasurable when we eat it. From children to old folks, we love the taste of it. But there's a price. There's a price for the taste of that sugar. And just to add to this, if you look around her, she has these little figures. And they're like little stereotypic images of servants holding bananas, holding sugar cane, holding objects, and they're little boys made out of molasses. And if you had gone to Brooklyn, if you had gone to the beginning of the show, they were beautiful. But by the end of the show, they had come apart. Their heads had fallen off of them. And again, it's that tar baby idea, the idea of this sweet, sticky thing that on one hand is so delectable, so lovable, but also so mucky. A new young artist on the horizon in the U.S. now is Nina Chanel Abney. Brilliant young woman from Chicago, working out of New York now. And she's done a whole series of works that deal with Black Lives Matter, dealing with police violence, dealing with emojis online, dealing with tags by graffiti artists. This is kind of post-Basquiat. And in her work, you can see that she is using typography, she is using simple imagery, she is using geometry. There are shades here of avant-garde abstraction from the early 60s meets the contemporary moment. And this is what's so exciting about contemporary African American art. I noticed with the introduction of this panel, the organizers put the question mark there. It was called Contemporain Africain Americain. And for me, it's not about a question mark. These are artists who are here. These are artists who are vital. These are artists who have messages to impart to us. These are artists who, as Professor Zabunyan has made really clear to us, grapple with the categories and are often misrecognized because people get stuck, a la Tar Baby, in the muck of designations, as my friend Darby English calls representational black space. But the challenge, the opportunity that you have as seekers, as art historians, as appreciators of art, as collectors of art, is not to get stuck with designations, but to be open. Just as we have French art, just as we have German art, just as we have pop art, just as we have contemporary art, we should not get stuck on the specificities. We should acknowledge those specificities, including Africain Americain, but we don't need to separate it out and take it out of the larger world of image making and cultural production. So I think that's it. Oh no, Theaster Gates, who you're going to hear in a few minutes through my dear friend Daniel Soutif and Jean-Pierre and Theaster is a remarkable artist working here and now in the U.S. And around the world. And what I like about this piece is that he has taken the floors from a basketball court where people play and have fun, and he has made it into art. He has mounted it vertically as opposed to horizontally. And so when one looks at this wall, you think abstraction, you think minimalism, you think systemic art. But really what we also have there is sweat, blood, tears, expectations, the glory of success,
the sadness of failure, and the dreams that players have as they work on these surfaces. Merci beaucoup.